pour reconnaître le territoire sur lequel nous nous trouvons actuellement et sur lequel les équipes de Franco-Queer et d'Action Positive ont la chance de mener ces activités. Dont on fait partie depuis des milliers d'années du territoire traditionnel des Wendat, des Anishinaabe, des Haudenosaunee et des Mississauga de New Credit. Le traité dit du bol à une seule cuillère leur avait permis de partager l'accès et l'usage des ressources naturelles de la région des Grands Lacs de façon pacifique et durable. Aujourd'hui, ce lieu de rassemblement abrite divers membres des peuples autochtones de l'île de la Tortue et nous sommes reconnaissants d'avoir l'opportunité de nous retrouver sur ce territoire traditionnel. Nous reconnaissons l'histoire du génocide culturel contre les peuples autochtones et l'héritage colonial du Canada et le besoin toujours actuel de changer la mentalité colonialiste et raciste de notre société. Nous vous invitons aussi à réfléchir à comment chacun et chacune de nous pouvons contribuer à démanteler cet héritage. Khaled, tu veux faire ton... Oui, je suis désolée, je suis passée à la slide d'après et je ne sais pas comment revenir. Donc, notre tradition ici à Max Ottawa consiste à reconnaître et rappeler que nous nous trouvons aujourd'hui sur le territoire traditionnel et non cédé du peuple algonquin Anishinaabe. Merci. OK, je vais poursuivre avec les intentions du groupe, le mode de fonctionnement. Comment va se dérouler l'activité d'aujourd'hui? Alors, nos activités représentent normalement un safe space et nous aimerions conserver cet espace sécuritaire. Aujourd'hui, nous parlons de sujets assez sensibles et c'est un espace de partage sain. Il y a tout de même quelques petites règles à respecter, 4 piliers à prendre en compte. Donc, l'empathie. Nous vous demandons de ne pas porter de jugement lorsqu'un participant ou une participante prendra la parole. La responsabilité lors de prise de parole. Utiliser le pronom je au lieu du nous. Nous vous demandons de respecter la confidentialité des informations qui vous seront partagées aujourd'hui et une ouverture d'esprit et curiosité saine. Nous avons donc l'intention, comme je disais, de parler de sujets qui sont assez sensibles, qui ont été assez tabous. Je vais à présent vous parler de l'utilisation de Zoom. Donc, si vous avez une question ou un commentaire que vous voulez partager, n'hésitez pas à cliquer sur l'icône Raise Hand, comme vous pouvez le voir sur l'écran. Et nous donnerons la possibilité à tout le monde de s'exprimer. Si vous ne voulez pas vous exprimer à haute voix, c'est OK. Vous pouvez l'écrire dans le chat et on prendra le temps de lire par la suite. Vous pouvez également réagir aux propos et aux questions de tout le monde en cliquant sur le bouton Reactions. On a une question? Oui. Oui, Pierre, vas-y. Oui, OK. Alors, moi, je demanderais, s'il vous plaît, qu'on puisse parler plus lentement et articuler parce que j'ai des oreilles bioniques. Moi aussi. Okay. Alors, je comprends. Oui. Bienvenue, le bionique. OK, merci pour la demande. Je vais définitivement ralentir. Histoire de respecter la bonne pratique, vous pouvez aussi modifier votre nom en confirmant vos pronoms entre parenthèses. Cela va éviter à ce qu'on met genre qui que ce soit. Et vous pouvez faire cela en cliquant sur Rename. Voilà, je vais maintenant passer la parole à Kérolos pour commencer l'activité, faire un survol des différentes applications de rencontre. J'aimerais poser une question justement à Kéro. Oui, vas-y Pierre. OK, alors ce que j'aimerais savoir, c'est, est-ce que les autres personnes là, que je vois ici à l'écran font tous partie de ce groupe-là, dans le sens que vous faites partie de l'organisation en tant que telle? Parce que moi, je ne sais pas, j'avais déjà passé un message. Je ne sais pas si j'ai ma place là, dans votre groupe et je pose la question parce que, moi, ça va, j'allais dire ça va de soi, c'est pas nécessairement, mais je suis gay, d'accord? Et je suis un intervenant psychosocial de formation. C'est par le bac en service social plus le DESS, je ne sais pas, vous connaissez probablement. Oui. Santé mentale et c'est ça. Alors, moi, c'est sûr que j'ai envie de discuter de tout ça, mais je dirais que
Oui, j'ai envie de discuter de ça, mais je veux faire plus que discuter. Plus que discuter, pour moi, ça veut dire quoi? Ça veut dire possiblement pouvoir rencontrer des gens via Internet ou je ne sais pas trop quoi, rencontrer des gens qui voudraient peut-être avoir des conseils, des gens qui se sentent plus dépressifs que d'autres choses, etc., etc. Mais là, je ne veux pas trop en dire parce que je vais prendre toute la place puis vous n'aurez plus rien à dire. Alors, je suis aussi bien de vous laisser parler finalement puis de répondre aussi à mes questions. Ben, ce qu'on peut faire, Pierre, moi et toi, moi, ça me ferait plaisir de parler avec toi, juste entre moi et toi, comme, pour qu'on puisse travailler ensemble au fait pour en discuter encore plus d'avance. Mais concernant ta place ici, il y a de la place pour tout le monde. Parce que les conversations qu'on a, je pense que c'est super, super important que les conversations intergénérationnelles sont super importantes pour savoir comment naviguer les applis dans différentes catégories, différentes personnalités, différentes catégories d'âge, de race et tout ça. Alors, là, aujourd'hui, on va avoir une grosse discussion entre nous, mais en même temps, il va y avoir beaucoup d'informations que tu peux utiliser dans ton milieu de travail aussi, si tu veux, et le partage pour tout le monde, au fait. T'es sur mute, Pierre. On t'entend pas. Oh, on t'entend pas, ton micro est fermé. Est-ce qu'on m'entend là? Oui. OK. Ce que tu viens de dire, Kéro, c'est très, très, très important parce que c'est important d'avoir justement euh, le, le feedback de plusieurs personnes de différentes nationalités, de couleurs de peau, peu importe, etc., etc., parce qu'on parle d'homophobie, on parle de racisme, etc. Alors, je suis enchanté, moi, de pouvoir écouter toutes ces personnes-là et j'ai hâte aussi de les entendre, fait que je me ferme un peu. OK, non, pas de problème. Alors, on va commencer d'abord pour pouvoir avoir la conversation. Au fait, on va avoir une session à la fin pour la chance où est-ce que vous pouvez demander des questions et de partager encore plus. Alors, moi, je vais commencer à partager concernant les applis de rencontre. Il y en a plusieurs, mais la plupart, ils ont une population cible avec qui ils veulent qu'ils utilisent leurs applis. Alors, on va apprendre à peu près de quelques-uns de ces applis, pas de toutes, parce que sinon, on va être ici pendant 3 jours et moi, j'ai pas le temps pour ça. Mais Grindr, on va commencer avec Grindr. C'est un des applis les plus populaires en ce moment. C'est un appli pour tous et tous entre guillemets parce que vraiment, est-ce que c'est vraiment pour tous? Pour tout le monde, on va voir quand on va en discuter plus aussi des expériences de tout le monde sur les différents applis si vous voulez partager ça. Mais le plus grand nombre d'usagers au monde, c'est principalement pour les rapports sexuels. Il y en a quelques-uns qui se sont rencontrés pour des rapports sexuels et maintenant ils sont mariés. Bon, alors, on ne sait jamais. Il ne faut pas limiter ces opportunités non plus. Mais il n'y a pas d'obligation de compléter tout profil non plus. Les photos de profil sont optionnelles. Alors, ça, c'est quelque chose de très important. Moi, j'attends souvent des personnes qui disent: «Oh, ils n'ont pas de photos, pourquoi ils se cachent?» C'est parce qu'ils se protègent probablement. Il y en a qui doivent se protéger eux-mêmes et je pense que c'est super important de pouvoir de faire ça. Il y a aussi la possibilité de chatter par message privé, possibilité d'envoyer des photos. Tap. Tap, c'est quand tu n'as pas envie d'envoyer un message, mais tu veux leur laisser savoir que tu es intéressé, comme Facebook, il y avait le poke, que maintenant, mais Grindr a quelque chose qui s'appelle le tap. C'est très commun de recevoir un hi suivi d'une photo intime. Et ça, c'est la plupart des applis vraiment. C'est genre un dick pic déjà qui va être envoyé directement. La possibilité de créer une liste de favoris. Il y a quelques faux profils là-dessus aussi. Alors, il va
faut faire attention, et ça, c'est pas juste sur Grindr, mais il y a beaucoup d'applis là-bas. Il y a beaucoup d'applis de rencontres qui ont des profils qui sont fausses. Alors, il faut savoir comment les naviguer, le langage qui est utilisé. Moi, c'est super drôle parce qu'il y avait une fois que quelqu'un a utilisé, moi, je suis pas sur Grindr du tout, et il y a quelqu'un qui a utilisé ma photo, mais c'était la photo la plus pire que j'ai pu imaginer que la personne a utilisée en plus. Et il a mis un âge dans les quarantaines et je suis pas proche des quarantaines yet. Et moi, j'étais plus. Mais c'était super drôle que mes amis ont pu savoir que c'est un faux profil à cause du langage qui est utilisé. Alors, le langage utilisé habituellement, il y a quelque chose, le grammaire n'est pas super fort non plus, ou qui vont. Quand tu vas dire bonjour ou quoi que ce soit, ils vont répondre avec des questions qui n'ont pas rapport à ce que tu parles. Alors ça, c'est des Autobots. Mais maintenant, je pense ils commencent à... Ou il y en a des profils qui vont dire, ah, tu peux... si tu veux me parler, tu peux venir me parler, mais tu as besoin voir mes photos, mais tu as besoin de m'envoyer de l'argent pour mes photos privées et tout ça. Tu peux t'abonner à mon profil et c'est un faux profil qui est juste prendre ton argent pour recevoir ton numéro de carte de crédit. Il y a aussi le problème de confidentialité. On ne sait jamais ce qui va partager quoi. Alors, il faut être prêt à ce que tu vas partager sur les applis de rencontre que tu connais qui peut avoir des conséquences à ce que tu partages et que tu sois prêt de les partager. Prochain diapo. Scruff. Scruff, c'est le deuxième plus grand appli de rencontre pour les hommes qui ont des rapports sexuels avec d'autres hommes. Mais la plupart, c'est pour les hommes matures, poilus, bears ou otters. Mais maintenant, on voit une plus grosse diversité là-dessus. Au fait, il y a plusieurs usagers, principalement aussi pour des rapports sexuels. Il n'y a pas d'obligation de compléter tout le profil. Au fait, ce qu'il y en a, si tu es intéressé pour savoir quel genre de monde s'y trouve sur Scruff, tu peux juste télécharger l'appli sur ton téléphone et regarder qui est en ligne. Mais tu ne peux pas avoir de message ou quoi que ce soit. La possibilité de chatter par message privé, possibilité d'envoyer des photos. Aussi, tu peux avoir un album privé. Alors, c'est un album avec plusieurs photos parce que tu peux partager au lieu d'aller dans ton album et d'essayer d'envoyer ça. Alors, ça, c'est plus facile de faire, partager l'album privé. Ou tu peux avoir des vidéos aussi. Il y a le Woof qui est également comme le Tap, qui est également comme le Poke sur Facebook pour attirer l'attention d'un autre. Il y a le jumelage par intérêt mutuel. Alors maintenant, si tu te classifies comme un bear, alors tu peux voir les autres bears si ça fait partie de tes intérêts mutuels ou quoi que ce soit. Section Scruff Match, alors c'est comme Tinder, tu peux à droite ou à gauche si tu es intéressé, ou en bas si tu veux y penser. C'est assez intéressant quand même. Et si tu es intéressé, ça veut dire que tu as un Scruff Match et tu peux leur envoyer un message et ils vont savoir que tu as un match aussi. Il y a aussi la section événements et voyages. Alors, si tu planifies de voyager, tu peux laisser savoir, tu vas voyager dans ce temps-là. Alors, ton profil va apparaître dans les paramètres de où est-ce que tu t'en vas voyager pendant une semaine avant et ou même beaucoup plus avant ça maintenant. Et les événements tu peux partager des événements. Alors, ça vaut la peine parfois si tu veux savoir ce qui se passe dans ton monde ou qu'est-ce qu'il y a en ligne. Ils ont des événements assez intéressants quand même sur Scruff et il y a très peu de faux profils là-dessus. C'est très, très difficile. L'algorithme est assez avancé quand même pour voir s'il y a des faux profils. Moi, j'en ai pas eu. Le seul que j'ai eu sur Scruff, c'était une fois, c'est une organisation de sex party. Où est-ce qu'ils demandent où est-ce que tu veux si tu veux en faire partie, ils vont te demander de l'argent. N'importe quand quelqu'un te demande de l'argent pour des frais de porte ou d'entrée ou quoi que ce soit, ou si tu veux voir leur profil, immédiatement, tu devrais savoir que c'est un faux profil. Prochain diapo. Hornet. Hornet et Grindr, Hornet, je veux dire, et Scruff maintenant sont
non, c'est Hornet et Grindr sont très similaires l'un et l'autre, mais tu as besoin d'un compte Facebook ou Google pour y avoir accès. C'est comme un Facebook gay, quoi. Mais la possibilité de suivre des usagers, possibilité de faire des publications, fil d'activité des usagers suivis. Alors, s'il y a quelqu'un qui aime quelque chose, que tu as les mêmes intérêts, tu peux le savoir. Et tu peux avoir c'est bon pour les amitiés, rapports sexuels et réseautage. Au fait, Hornet a été créé pour plus de communication ou un safe space plutôt pour les hommes de couleur. C'était créé pour ça au fait parce que il y avait une grosse discussion envers Grindr et Scruff que c'est dominé par les hommes blancs et c'est pas inclusif des personnes transgenres ou non-binaires. Mais maintenant, ça a vraiment changé sur Grindr et Scruff. Il n'y a pas d'obligation de compléter tout le profil et le nombre est illimité de photos de profil et de photos privées. Tandis que Grindr et Scruff, tu as besoin de payer un frais mensuel ou par année ou à chaque 2 mois pour pouvoir avoir l'accès illimité de photos de profil et de partager des photos privées. La possibilité de chatter par message privé ou dans un bavardoir. Bavardoir, ça veut dire qu'il y a plusieurs personnes dans la même chambre. Nouvelles et infos qui affectent la communauté. Alors ça, c'était bien. Hornet était très efficace à promouvoir la santé sexuelle ou aller se faire tester ou même PrEP. Alors ça vaut la peine d'y aller là-dessus pour ça. Et aussi, la section événements est utile pour voyager. C'est super, super populaire dans l'Afrique, surtout dans l'Asie ou dans l'Asie du Sud aussi. Hornet est beaucoup plus populaire dans ces sections du monde et aussi en Europe, comparativement à l'Amérique du Nord. Alors, ça vaut la peine si tu voyages dans ces parties du monde d'utiliser Hornet. Prochaine diapo. Tinder. Alors, Tinder, c'est vraiment pour des hommes qui cherchent plus qu'un rapport sexuel, mais aussi c'est pour tout le monde. Au fait, Tinder, c'est la population pour eux, ça peut être straight, gay, pansexuel, bisexuel, tout dépend. Mais tout dépend de tes préférences que tu cherches. Ils vont s'assurer que les profils que tu vas voir sont dans les mêmes intérêts. Il y a plusieurs usagers, glissement à droite ou à gauche, jumelage par intérêt mutuel, géolocalisation, juste comme les autres applis au fait, pour savoir ceux qui sont proches de toi. Jusqu'à 6 photos de profil à compléter. Vos comptes Facebook, Instagram ou Spotify peuvent être liés à votre profil. La seule chose avec Tinder, que c'est limité à combien de fois tu peux aller à droite ou à gauche par jour. Et tu dois attendre 24 heures avant que tu peux continuer à le réutiliser, à moins que tu payes un frais mensuel. Et je vais dire, c'est un des applis les plus chers à utiliser comparativement aux autres applis de rencontre. Prochain diapo. Bon. Moi, je suis terminé. Maintenant, je donne le mot à Khaled. Oui, c'est moi. Alors, moi, je vais vous parler en continuité avec ce qu'a présenté Kiro. Je vais vous parler du racisme et des exclusions en général que l'on trouve sur les applications de rencontres, sur les sites de rencontres et d'une façon générale qui se trouve aussi au sein de la communauté, lorsqu'on a par exemple des premières dates ou lorsqu'on interagit avec d'autres membres de la communauté, mais avec un focus sur ce qui se passe au niveau des applications de rencontres parce que j'ai fait ma recherche sur ce sujet-là. Et donc, je vais commencer par dire que c'est très important de comprendre la présence des discriminations sur les applications de rencontres parce que ça va guider nos interactions avec d'autres personnes et puis parce que aussi ça va guider nos interventions, si on est intervenant par exemple, étant donné que les discriminations que l'on peut vivre sur les applications de rencontres peuvent affecter notre santé mentale et aussi notre santé sexuelle.
Donc, le racisme sexuel est un concept qui se définit par trois composantes. Le rejet sur la base de la race, donc dire que l'on ne veut pas, par exemple, avoir des relations sexuelles ou être en couple avec des personnes noires, par exemple. Les stéréotypes ethnosexuels, comme le fait de penser que toutes les personnes asiatiques sont soumises quand ça vient au sexe. Et la fétichisation raciale, c'est-à-dire de fétichiser sexuellement la race d'une personne et lui attribuer des comportements qui seraient liés à sa race et qui sont en fait l'objet d'un fétiche, comme par exemple le fait de penser que les hommes arabes sont forcément des actifs, donc sont top, et sont des dom top, et fétichisés là-dessus. Donc, ça, c'est en ce qui concerne la définition même du racisme sexuel. Il se définit par ces trois composantes-là et par les exemples que je vous ai donnés. Puis, dans la recherche que moi j'ai menée, il y a beaucoup d'autres sortes d'exclusion. Il y a l'exclusion des personnes vivant avec le VIH, par exemple, que Kiro va aborder plus tard. Il y a l'exclusion, par exemple, des personnes trans, parce qu'on entend très souvent des commentaires du genre moi, je ne sais pas si je vais pouvoir dater une personne trans. Il y a aussi l'exclusion des personnes ayant un handicap, par exemple, pour plusieurs raisons également. C'est aussi une exclusion qui est très commune au sein de la communauté. Et il y a différentes sortes d'exclusion, bien sûr, qui se basent sur d'autres critères. Ensuite, on a les répercussions qui ont été mentionnées dans cette recherche. Il y a beaucoup d'autres recherches qui ont été, peut-être pas beaucoup au Canada, mais il y a pas mal de recherches qui ont été menées de ce genre en Australie, quelques-unes aux États-Unis aussi. Donc, les répercussions des exclusions et du racisme sont diverses. Donc, il y a au niveau de la santé mentale, on compte par exemple l'image de soi, l'image de son corps. Ça peut provoquer comment dire ça? Ça peut provoquer par exemple les mots m'échappent, mais c'est-à-dire qu'on peut avoir, par exemple, honte de son corps, honte de sa race, honte de sa couleur de peau, se sentir infériorisé. Ça peut affecter notre estime de soi, ça peut affecter la façon dont on voit notre corps, et puis ça peut affecter aussi la façon dont on interagit avec les autres. La santé sexuelle, ça vient affecter la santé sexuelle parce que quand on reçoit, par exemple, des commentaires négatifs ou quand on est un peu objectifié, on va se voir justement comme un objet sexuel et ça peut provoquer, par exemple, une certaine précarité au niveau des interactions sexuelles qu'on va avoir avec d'autres personnes. Parce qu'on va vouloir plaire principalement et donc ça a aussi des conséquences parce qu'on est en train de plaire à la personne qui nous discrimine. Puis au niveau de la santé sociale, parce que il y a une fragilité au niveau du lien qu'on essaie de construire avec sa propre communauté et puis de sa volonté de faire des rencontres avec d'autres personnes, puis d'avoir des relations de façon générale. Il y a différentes façons de faire face à ces exclusions qui ont été mentionnées. Donc, par exemple, on va choisir des applications de rencontres où l'on va se retrouver avec des personnes qui sont identiques à nous-mêmes. Donc, il y a des applications de rencontres. Une application de rencontre, par exemple, qui est propre aux personnes allergiques au gluten. Donc, je ne sais pas combien de personnes allergiques au gluten se font discriminer sur les applications de rencontres, mais c'est un exemple d'application qui va justement permettre de se retrouver entre personnes qui nous ressemblent et donc d'être certain de ne pas être discriminé sur ce critère-là qui nous regroupe.
Il y a des personnes qui vont décider de quitter les applications de rencontre complètement. Et puis, il y a des personnes qui vont avoir d'autres stratégies, soit d'anticipation, soit d'évitement. Donc, mentionner sur son profil que on mette le plus d'informations sur sa propre personne pour qu'au moins la personne ne nous contacte pas si c'est pour nous discriminer ensuite, par exemple. Et puis, il y a des personnes qui vont vouloir aller défier justement les personnes qui vont les discriminer sur les applications de rencontre. Donc, il y a vraiment beaucoup de façons de gérer ces discriminations et ces exclusions-là. Et je vous fais vraiment un résumé très rapide. Mais c'est ça qu'il faut garder en tête, c'est que parfois, on peut avoir de bonnes intentions, mais contrairement au dicton, il n'y a pas que les intentions qui comptent, il y a aussi ce qu'on dit et ce qu'on fait. Et il faut toujours garder en tête donc, l'impact l'impact que nos paroles ont. Et se questionner, et Mathieu le mentionnera, sur cette notion de préférence, parce que très souvent, quand on va dire à quelqu'un qui est raciste, la personne va se dire « mais c'est une préférence ». Mais il faut se questionner sur cette préférence. Est-ce qu'on est tous et toutes nés avec des préférences ou bien c'est des préférences qui sont socialement construites à partir de certains rapports de pouvoir qui existent déjà dans la société. Merci pour ce partage, Khaled. De mon côté, je vais poursuivre la discussion sur la discrimination ethnique sur les applications de rencontre. Au fil des années, et même jusqu'à aujourd'hui, ce n'est pas rare que les personnes racisées font face à des comportements discriminatoires quant à leur apparence physique, leur pays d'origine, leur expression du genre en ligne. Nous allons voir une vidéo qui relate le vécu de Maxime, où il partage son expérience vis-à-vis de la fétichisation sur les applications. Il faut que tu partages ton son aussi. Je le rassure. Oui, parce que je pensais que le son était... Tu veux le faire? Oui, vas-y. Veux-tu que j'arrête le partage? Je vais juste faire un hijacking. Oui, il faudra arrêter le partage et redémarrer en s'assurant que tu peux partager le son, oui. On n'entend pas. On n'entend pas? Non. Petit souci technique. Sorry. On peut toujours, au pire, envoyer le lien de la vidéo en ligne dans le chat si ça ne marche pas. Le racisme qui est dans la communauté gay, ça va être surtout le fétichisme. J'adore les bites d'asiatiques. Je ne sais pas ce que ça veut dire, du coup je lui ai demandé ce que ça voulait dire et il m'a gentiment expliqué qu'il préférait les petites que les gigantesques. Les asiatiques, ils me kiffent, ils ont tous envie de moi. Alors je sais pas si on s'est tous réunis pour en discuter, mais on peut faire ça. Salut à tous, je m'appelle Maxime et je suis gay et asiatique. Souvent on perçoit l'homme asiatique comme étant plus docile, plus soumis, surtout quand on est un homme gay. On estime généralement qu'on est extrêmement efféminé, très féminin. On nous retire toute virilité sans pouvoir exprimer notre genre comme on le désire. Dans la communauté gay, il y a beaucoup de racisme aussi. Majoritairement, c'est du racisme qui existe déjà dans la société extérieure, qui vont être, surtout en période de coronavirus, qui vont être des choses sur des critiques sur la culture, sur les comportements, sur la cuisine, beaucoup, et en ce moment sur la maladie. Le racisme qui est dans la communauté gay, en tout cas dans la communauté des hommes gays, ça va être surtout le fétichisme. Des gens qui vont te dire que tu es vachement sexy parce que tu es asiatique, qui vont te demander tes origines avant de te demander ton prénom, qui vont calquer sur toi beaucoup de clichés sexuels qui
existe à propos des hommes asiatiques, enfin, ça va être un peu là-dedans. Il y a beaucoup de garçons qui supposent que j'aime telle chose, et qui me demandent pas, en fait. Ce qui, d'un coup, je me sens extrêmement dépossédé, en fait, de ma propre sexualité, de ma propre identité. Très vite, j'ai l'impression d'être juste un cliché dans les mains de quelqu'un qui veut assouvir une sorte de fantasme un peu exotisant. C'est toujours extrêmement désagréable de se sentir décortiqué et de voir dans le regard de l'autre que tu n'es qu'un objet et pas seulement, enfin, pas un homme avec des envies, des désirs qui sont propres à toi. Je vais vous lire des exemples de petits messages que je reçois. J'ai déjà eu, j'adore les beats d'asiatiques. Je sais pas ce que ça veut dire, du coup je vais demander ce que ça voulait dire. Okay, je vais couper là. Le racisme. All right. M'excuse pour le petit souci technique. OK. Si Maxime a discuté de la fétichisation, moi, je reprends la parole pour discuter un petit peu plus du langage raciste sur les applications de rencontres. Il y a eu au fil des années une expression qui a été utilisée pour marginaliser, pour mettre de côté un certain groupe de personnes. C'est la fameuse expression « no fats, no femmes, no blacks, no Asians ». Et c'est selon moi un parfait exemple de racisme. Pourquoi? Je vais vous l'expliquer maintenant. En fait, c'est la traduction littérale de « pas intéressé par les personnes rondes, efféminées, noires ou d'apparence asiatique ». Et certaines personnes l'utilisent et la considèrent comme légitime parce qu'elle est déguisée sous une forme de préférence personnelle. Mais c'est juste une expression qui vraiment illustre les standards de beauté ancrés dans le monde du dating en ligne et dans la société générale. Et je dis société en général parce que c'est vraiment rare qu'on trouvera une personne ronde, efféminée, noire et ou d'apparence asiatique à la une, comme couverture du magazine Men's Health, par exemple, qui est censé représenter l'ultime niveau de beauté masculine. Mais pour revenir à notre sujet, comment ça se traduit sur les applications de rencontre? Ce sont des barrières psychosociales à notre intégration dans les espaces de rencontre LGBTQIA+. Et comme Khaled le disait, ça pourrait provoquer des insécurités chez soi. C'est un peu comme s'il disait que nous n'avons pas notre place ici. Et fermer ses portes sur des personnes racisées ou rondes ou efféminées, basées sur des idées préconçues ou quelle que soit leur raison, en fait, c'est juste une preuve d'ignorance, selon moi. Et c'est triste pour ces personnes, parce que nous avons tous une expérience de vie différente, un vécu différent. Pas toutes les personnes qui sont d'apparence asiatique sont les mêmes. Nous avons tous et toutes quelque chose de différent et d'intéressant à contribuer. Est-ce que ce phénomène a lieu uniquement en Amérique du Nord? Non, ça a lieu dans beaucoup de pays occidentaux développés. Quand je vivais en Espagne, j'ai souvent rencontré des profils qui disaient « no gordos, no negros, no plumas, no chinos ». Oui, à travers cette expression, finalement, on se rend compte jusqu'à quel point le racisme a de l'ampleur dans ces pays développés. Ici, on est en train d'amalgamer toutes les personnes qui ont une apparence physique asiatique. Et pour eux, peu importe que tu sois japonais, thaï, vietnamien, du moment qu'ils pensent que tu as des origines asiatiques, tu es juste un Chinois, d'où le nom chinos. Et d'où est-ce que ça provient, ça? Les standards de beauté sont alimentés par notre représentation dans les médias. Dans le monde occidental, la communauté d'hommes asiatiques n'a jamais vraiment été un symbole de sexualité célébré. On n'a jamais eu un film, jusqu'à cette année, on n'a jamais eu un film de Marvel, par exemple, un film de super-héros, où on mettait en face sur une personne asiatique. Dans les films et les séries, les hommes asiatiques ont souvent le rôle d'hommes bizarres, qui font souvent de l'informatique ou des arts martiaux. Ce sont des hommes qui sont représentés comme étant fébriles et non virils. Et similairement, dans la communauté LGBTQIA+, les hommes gays asiatiques ont une image très stéréotypée qui leur colle à la peau, surtout dans les films pornographiques. Je ne vais pas le faire avec vous là, je ne vais pas parcourir ces sites avec vous, mais
quand on visite ces pages, on se rend compte à quel point ces personnes ont toujours la même image, qui sont souvent, que les acteurs asiatiques ne sont même pas nommés en fait dans les films, qui sont très souvent réduits à un objet de satisfaction sexuelle et qui normalement assument le rôle de passif, efféminé et d'un autre niveau de submissivité. Et c'est pas OK parce que c'est pas une représentation précise de notre communauté. Alors, vous me demandez peut-être pourquoi je suis en train de parler de ça en ce moment. Eh bien, depuis que le problème de manque de représentativité a été souligné, il y a eu de plus en plus de films et de séries qui mettent en lumière les talents asiatiques. Crazy Rich Asian, From the Block, souvent des films anglophones. Et on voit justement qu'il n'y a pas assez de films avec des Asiatiques francophones, à ce que je cherche du moins. Mais si vous en connaissez, n'hésitez pas à écrire dans le chat, à le partager avec nous. Ça me ferait une joie de les connaître. Mais c'est d'autant plus important parce qu'on pense que, puisqu'on a réalisé tous ces films à Hollywood, que la communauté asiatique est finalement intégrée, appréciée et reconnue. Mais il suffit vraiment juste de voir les éléments autour de nous pour comprendre la réalité de ces personnes. Depuis la pandémie, comme Maxime le disait, il y a vraiment une hausse exponentielle de crimes anti-asiates. Rien qu'à Toronto, à Wellesley Station, il y a eu un crime la semaine dernière où cette personne caucasienne allait dans les transports en commun et insultait les personnes asiatiques, les cracher au visage juste à cause de leur apparence physique. Bref, c'est difficile de dire de ne pas se morfondre, surtout quand tout autour de toi semble bouleversé et à l'envers. Et l'autre raison pour laquelle c'est pertinent et la raison pour laquelle je vous partage cela aujourd'hui, c'est parce que le mois de mai, c'est le mois du patrimoine des Nord-Américains d'origine asiatique et des îles du Pacifique. Lors de ce mois de célébration, je sais reconnaître les contributions et les influences des Américains d'origine asiatique et des Américains des îles du Pacifique qui ont influencé ma vie et celle de beaucoup d'autres personnes comme moi. Et que c'est une célébration à faire tout au long de l'année. Comme ces personnes sont célébrées, je sais qu'en tant qu'individu, j'ai le droit de célébrer et j'ai le droit d'être. Ça, c'était ma petite partie. Je vais maintenant repasser la parole à Kerolos. Il continue la discussion sur les réalités, sur les applications de rencontre quant aux personnes, quant au dévoilement du statut sérologique. Excellent. Merci beaucoup, Mathieu, pour ça. Ça, c'est super important. C'est quelque chose qu'on entend souvent, on en parle souvent. Mais maintenant, on va aller dans un peu plus de détails en ce qui concerne d'autres défis qui se trouvent sur les applis de rencontre, surtout pour les personnes vivant avec le VIH. Moi, je suis une personne qui vit avec le VIH depuis 2007 et j'ai vu un gros changement dans les applis de rencontre, mais le changement n'est pas assez efficace ou n'a pas trop changé, ne s'est pas amélioré au fait, même avec la science qu'on a en ce moment. Et on va en parler un peu plus maintenant. Alors, les défis pour les personnes vivant avec le VIH sur les applis varient souvent. La première chose, c'est le langage utilisé sur les applis. Habituellement, on va utiliser le mot clean ou même plus général. Et c'est vraiment drôle parce que tu sais que cette personne manque d'éducation quand ils disent no AIDS here. Parce qu'on sait que le sida et le VIH sont différents, sont pas la même chose, mais quelqu'un qui manque d'éducation dans ce point-là, il va écrire no AIDS here ou clean. Moi, personnellement, quand je vois ça sur l'écran, je me dis, ben non, c'est parce que j'ai pris une douche aujourd'hui et on entend ces mots très souvent quand quelqu'un en parle des termes clean. Mais moi, j'aime ça. Une chose que j'avise faire, surtout pour les personnes vivant avec les VIH, c'est j'aime pousser les limites. Alors, si quelqu'un me dit, are you clean? Est-ce que tu es propre? Oui, j'ai pris une douche ce matin ou je viens tout juste de me laver les mains. Non, mais tu sais ce que je veux dire. Je fais mon idiot parce que je veux voir de commencer la conversation en leur laissant savoir comment ridicules ils sont avec les mots qu'ils utilisent.
c'est vraiment ridicule d'utiliser le mot clean. Alors, dans ce point-là, ça commence avec une conversation assez agressive au fait pour rediriger où est-ce que ça peut être quelque chose de très éducatif pour l'autre personne. Mais en utilisant ces mots, ça cause des énormes impacts sur la santé mentale de la personne. Au fait, très souvent, on dit ah, grow thicker skin. Avoir de la peau épaisse, je pense que c'est comme ça on dit en français. Je ne sais pas si c'est le même terme, mais et le problème avec ça, c'est que ça vient c'est la même chose, ça revient à la même chose que Mathieu disait avec les termes quand quelqu'un dit no Asians, no blacks, no femmes. Le problème avec ça, c'est que quand quelqu'un lit ça assez souvent, ils vont commencer à se sentir que c'est vrai, une fausse sensation de réalité ou est-ce que vraiment, oui, peut-être que je suis pas propre, que je suis seul ou que je suis pas responsable ou que vraiment je vaux pas la peine, je suis pas aimé, qu'on me rejette et tout ça. Alors, ça peut avoir une grosse implication avec l'effet domino sur la santé mentale. Ça réduit les chances qu'une personne veuille aller se faire tester aussi. Alors, imagine si toi, tu sais pas, tu t'es jamais fait tester avant ou tu t'es fait tester, mais tu sais que tu es une personne assez active sexuellement ou est-ce que tu n'utilises pas de protection. Il n'y a rien de mal avec ça, mais il faut savoir son statut. Je pense que c'est quelque chose de très important d'encourager le monde d'aller se faire tester, pas seulement pour le VIH, mais pour d'autres possibilités d'infection sexuelle aussi. Alors, ça réduit la chance qu'une personne veuille aller se faire tester pour le VIH parce qu'à ce point-là, si eux-mêmes, ils n'ont pas le VIH, mais ils sont en train de lire ça sur chaque profil, ils vont commencer à dire, ah, si j'ai le VIH, ça veut dire que je ne suis pas propre, que je suis sale, je ne suis pas une bonne personne et tout ça. Alors, à ce point-là, l'implication de ça, c'est que la personne peut développer d'autres maladies ou d'autres problèmes au niveau de la santé physique. Alors, aussi, ça peut causer une personne à se mettre dans une situation avec des implications légales. Alors, ça aide pas quand quelqu'un utilise le langage comme ça aide pas quelqu'un de vouloir dévoiler leur statut de VIH. Et on connaît la loi là-dessus. La loi a changé récemment il y a 3 ans maintenant ou 4 ans. Où est-ce que maintenant, si une personne a un niveau de virus, le niveau viral est indétectable, ça veut dire que c'est intransmissible, mais ils doivent avoir été indétectables pendant 2 ans et avoir pris le médicament régulièrement pendant 2 ans. À ce point-là, la personne n'a plus besoin de dévoiler leur statut. Mais la réalité qui se passe au niveau implication de criminalisation et qu'on voit toujours maintenant, que les hommes de couleur vivant avec le VIH sont les plus criminalisés, surtout les hommes noirs qui vivent avec le VIH. Alors, il faut savoir, oui, on a la loi qui nous protège, mais pas à 100%. Et c'est très important de savoir ces implications. Mais en sachant ces implications, et aussi toujours avoir le mot clean, no AIDS here, tout ça peut causer à une personne de ne pas dévoiler leur statut, en plus de ne pas aller se faire tester et de ne pas être sur le médicament. Et ça peut avoir des grosses conséquences. Et on le voit sur les nouvelles. Mais une personne qui ne veut pas dévoiler leur statut de VIH, c'est à eux de vouloir le dévoiler. Moi, il y a très souvent, j'ai vu sur les applis où tu aurais dû me le dire, tu devrais le mettre sur ton profil ou quoi que ce soit. Non. Si la personne ne veut pas le mettre sur leur profil, c'est de eux décider comment se protéger. Parce qu'on sait concernant la confidentialité, parce que les implications d'avoir le VIH dans des places d'emploi, dans les familles ou dans les relations ou quoi que ce soit, ça peut avoir des implications là. Ou est-ce que si la personne dévoile leur statut de VIH sur les applis, quelqu'un peut aller l'utiliser contre la personne, mais ce n'est pas toujours le cas, mais il y en a du monde qui sont
méchants, je vais utiliser le mot méchant de cette manière, qui vont aller dire, oh, fais attention, cette personne a le VIH ou quoi que ce soit. C'est pas à toi, c'est pas à personne de dévoiler le statut du VIH de personne d'autre. Et surtout, si la personne vivant avec le VIH, ils n'ont pas besoin de le mettre sur l'appli de rencontre. Ça veut dire trois choses. Ça veut dire qu'ils ne sont jamais testés, mais ils ont une idée qu'ils ont le VIH. Le deuxième, ils ne sont pas prêts à accepter leur statut de VIH. La deuxième chose, c'est sensible à la stigmatisation. À cause de la stigmatisation, ça cause des personnes à ne pas vouloir dévoiler leur statut de VIH, qui veut dire qu'ils préfèrent le dévoiler en personne ou par message personnel. Et ça, je pense, c'est une façon sécuritaire de le faire parce que si tu vas rencontrer quelqu'un ou tu veux l'envoyer par message personnel, tu peux leur laisser savoir, écoutez, après avoir eu une discussion assez prolongée avec la personne, où est-ce que tu te sens sécuritaire en sachant quelle est leur connaissance d'études ou d'éducation envers le VIH. À ce point-là, tu peux commencer à dévoiler ton statut. Et ça, c'est une bonne façon de se protéger en sachant si c'est le bon temps de dévoiler son propre statut de VIH. Prochain diapo, je vais parler comprendre le langage lié à l'usage de drogue ou de substances. Ça, c'est quelque chose qui est très important parce que ça fait partie de la culture des hommes gays. Et c'est quelque chose qu'il faut savoir comment diriger la langue parce que moi, je me rappelle la première fois que j'ai entendu Party and Play, j'ai vraiment mal compris qu'est-ce que ça voulait dire, mais je veux commencer par party. Alors, quand quelqu'un veut dire party avec un T majuscule ou avec un TY, ça veut dire, la plupart, ils parlent de l'utilisation de crystal meth pendant la pénétration ou pendant l'engagement sexuel. Le deuxième, c'est PNP. PNP ou Party and Play, c'est l'utilisation d'une ou plusieurs substances pendant le contact sexuel qui habituellement implique la cocaïne, du GHB ou du cristal. Une drôle d'histoire. La première fois que j'ai entendu Party and Play, comme est-ce que tu aimes ça du Party and Play? Oui, j'aime ça sortir, j'aime ça boire, j'aime ça être sexuel. Et jusqu'à temps que je suis allé vers la personne, je comprenais pas pourquoi on sortait pas. Après ça, c'était vraiment quelque chose une expérience assez différente que ce que je pensais parce qu'il manquait beaucoup d'éducation dans le temps pour savoir qu'est-ce que Party and Play. Mais maintenant, je pense que c'est important. Ça fait partie de notre langage. Il ne devrait pas avoir de stigmatisation envers les personnes qui utilisent. Et ça, on va en parler dans le prochain diapo. Mais il y a aussi T. Quand quelqu'un utilise la lettre T, ça veut dire Tina ou utilise le mot Tina. C'est un terme connu pour les hommes qui ont des relations sexuelles avec d'autres hommes qui réfèrent au cristal. Et quand elle dit slam, ça veut dire injection de cristal par seringue. Alors, l'injection dans les bras, ça veut dire que le cristal ou la cocaïne crack est en mode liquide, tu le mets dans une seringue et tu peux l'appliquer dans ton bras. Et finalement, il y a booty bumps. Quand quelqu'un, est-ce que tu aimes ça, les booty bumps, ça ne veut pas dire que que tu aimes ça, avoir quelqu'un s'asseoir sur ton visage. Ça veut dire, au fait, l'injection de drogue dans l'anus. Et ça, c'est quelque chose qui commence à être très populaire parce que c'est une des méthodes les plus sécuritaires d'injecter des substances au fait qui causent le moins de chances de développer des addictions, mais aussi l'euphorie qui est connectée au booty bump. C'est une euphorie intense qui dure pendant un temps assez pas trop prolongé, mais ça sent bien. Surtout si les contacts sexuels sont assez agressifs. Mais ça, c'est des termes, des langages utilisés très souvent dans les applis de rencontre. Il y a des applis de rencontre qui, si tu utilises aucun de ces mots, ils vont les enlever complètement. Tu n'as pas le droit d'utiliser ou de faire ou de laisser ça ou de le mettre dans ton profil du tout, mais tu peux l'envoyer par message privé. Prochain diapo.
Défi pour les usagers de substances, c'est en jugeant ou en stigmatisant les personnes qui utilisent des drogues pendant le rapport sexuel pour augmenter la chance d'une surdose. Alors, les surdoses sont très communs à cause de la stigmatisation, surtout si une personne utilise les substances eux-mêmes. Moi, je trouve que c'est important si quelqu'un voit mon profil et veulent se sentir en sécurité. Alors, ils vont me dire, oh, moi, j'aime ça utiliser. Moi, je sais mon éducation concernant l'usage des substances. Et alors, à ce moment, je vais leur dire, écoutez, j'en utilise plus, mais je suis ici pour toi si tu as besoin de quelqu'un pour te suivre ou pour s'assurer que tout va bien. Est-ce que d'une façon où est-ce que je peux communiquer avec toi dans 2 heures ou quoi que ce soit, je suis ici pour toi. Réduire la chance pour une personne qui cherche de l'aide. Avec la stigmatisation, c'est quelqu'un, dans les applis de rencontre, le langage habituellement, oh no, I don't do that, le langage est très agressif envers les personnes qui utilisent des substances en leur disant oh non, c'est dégueulasse ou tu ne devrais pas faire ça, c'est dangereux, c'est irresponsable. Ces mots peuvent causer une personne à ne pas vouloir chercher de l'aide pour leur soutien de santé mentale. La raison pour laquelle une personne va utiliser la plupart du temps, c'est parce que c'est un défi au niveau de la santé mentale et l'usage des substances leur aide à oublier c'est la dépression ou les ajustements dans leur vie. Ça prévient la réduction des méfaits. Alors, ça peut causer des surdoses parce que ils ont peur d'en parler avec quelqu'un ou ils n'en partagent pas, ils ont pas nécessairement les ressources où est-ce qu'ils peuvent avoir de l'aide non plus. Et aussi, ça peut les prévenir à aller chercher les outils nécessaires pour pouvoir consommer les substances. Et c'est important que les paraphernalia, je ne sais pas comment dire ça en français, les paraphéniles ne sont pas partagés entre personnes, au fait chacun d'avoir un nouveau kit qu'il utilise pour soi-même. Pour comme ça réduit la chance de transmission du VIH, de l'hépatite C, hépatite A, B et toutes les autres infections qui peuvent causer. Mais c'est super important de savoir que sur les applis de rencontre, il va y avoir du monde qui utilise. Alors maintenant, il faut savoir comment en parler avec les personnes qui utilisent sans émettant du langage stigmatisant qui pourrait avoir des conséquences assez sévères quand même. Et oui, ça c'est concernant les défis pour les agents de substances de ma part et pour les personnes vivant avec le VIH. Je n'ai pas d'autre chose à ajouter. Merci Kéro. Et merci Mathieu d'avoir développé sur ces sujets très importants. Et puis, j'espère que l'information